Bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial de Messages à caractère informatique, épisode 128. Aujourd'hui, comme on pouvait le voir, on a un de nos rares épisodes en direct. On est ici dans le Cleverfest, les 15 années de Clever Cloud, et je suis entouré de gens merveilleux tels que Mathieu. Mathieu, comment tu vas? Eh bien, ça va très bien, c'est un chouette événement, merci beaucoup pour l'invitation. Bon bah, merci à toi d'être venu. Idriss, comment tu vas? Ravi d'être venu, merci pour l'invitation. Et merci de te laisser traquenarder pour enregistrer. C'est Massi. Nida, comment tu vas? Très très bien, merci pour l'invitation et superbe Clever Cloud Fest et ses 15 ans. Happy birthday! Merci! Olivier? Eh ben, pareil, je voudrais être original. Je veux dire, merci pour l'invitation. Alors, super. Je suis pas content. On va en parler tout de suite. Mais avant, j'ai déjà passé la main à Ludovic. Voilà. Ludo, tu vas bien? Ouais, alors bonjour d'abord. Vous avez pas remarqué, ça fait un peu Sheldon avec les drapeaux quand il fait la présentation de l'intro. Vous avez remarqué? Chacun a ses inspirations. Sheldon, c'est pas mal. Bon, attends, 3 secondes, parce que moi aussi, je remercie pour l'invitation, évidemment. Je remercie aussi Clever Cloud d'exister, parce que mine de rien, c'est au bout de 15 ans, c'était pas... Enfin, dans les 15 ans, il y a eu des moments où c'était pas si évident que Clever allait fêter ses 15 ans. Donc, joyeux anniversaire, Clever Cloud. Merci beaucoup. Bon, on va commencer un petit tour de table déjà, comme d'habitude. Mathieu, les gars de Pêchabo, tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je fais de la prestation autour de Keycloak, le logiciel qui permet de faire du SSO. Et on est là aussi pour démontrer qu'on a fait du Keycloak as a service chez Clever Cloud. Et donc pour lancer le produit, on faire des démonstrations et rencontrer des clients qui l'utilisent déjà. Donc ça nous a permis, nous, de réseauter, de comprendre des besoins clients, de faire évoluer le produit tel qu'il va arriver. Et donc c'est un grand plaisir aussi de présenter en fait ce produit-là qui est des produits qui viennent de sortir, voilà, chez Clever. Et je pense que certains de nos auditeurs te connaissent plutôt pour des moteurs et des tracteurs. Ça peut être bien ça? C'est ça. Et en fait, pour une fois, je suis sur une conférence où je suis pas original. Je suis là pour faire mon métier. Je suis là pour faire mon métier de dev. Mais vous pouvez aller revoir ma conférence du DevFest Toulouse où j'ai fait la keynote en compagnie d'un agriculteur. Nous avons ramené un tracteur de vent Diagora à la Beige. Nous avons montré toutes les technologies qui peuvent se déployer là-dedans. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et Idriss, qui tu es? alors moi, c'est Idriss. Du coup, je suis à la tête d'une société de services qui dérive vers de l'édition de logiciels. Donc, on fait une solution de déploiement et d'accélération de déploiement sur le cloud. On est venu au Cleverfest pour voir un peu, pour faire de la veille déjà, et puis aussi pour voir comment on peut s'intégrer dedans, etc. Et je participe aussi à d'autres projets open source, notamment un petit concurrent d'Elastic qui s'appelle QuickWit, qui vient d'être mangé par Datadog. Et, et voilà. On pourrait en parler quand on parlera des news, en effet. Nida? Donc, Nida, je pense que vous m'avez déjà vu. Donc, moi, je suis admin système et réseau, et puis je suis venu... pour justement assister à l'annonce de toutes les nouveautés de chez Clever Cloud, qui sont, pour certaines, très très intéressantes, dont certaines qui concernent le réseau. Merci. Et Olivier? Donc Olivier Bautier, donc moi je viens de Brest, un petit peu comme je vois pas de quoi il parle. Comme les Espagnols. Exactement, on a à peu près le même accent, vous l'aurez noté. Et donc moi je suis le directeur technique de l'agence Zenica de Brest. Et du coup, moi je sais pas que je suis là par hasard, mais en fait nous on se connaît depuis plus de 20 ans déjà. Depuis ça 20 ne ans, nous rajeunit pas. C'est ça, on a évolué. Et donc, en fait, voilà, donc je suis très content d'être là parce que sur l'offre que présente aujourd'hui Clever, elle est stimulante. Je crois que j'ai jamais été autant stimulé après une journée de conf qu'aujourd'hui. Donc ça donne plein de perspectives et j'ai vu plein de belles choses avec des vraies valeurs et j'ai très envie de toute façon, c'est prévu de toute façon de poursuivre l'aventure sur plein d'autres sujets ensemble. Donc je vais passer le micro à mon voisin encore. Voilà, passe les micros à Ludo. Non, si. Comme tu veux, en fait, pas de souci. Et donc, moi, je suis Ludovic Pio, je suis le CTO d'une société qui s'appelle Dionix, le directeur de la stratégie d'une société qui s'appelle Store Data. Elles ont fusionné, c'est pour ça que j'ai les deux casquettes. Et globalement, c'est une société qui fait tout ce qui peut se faire avec de la donnée, c'est-à-dire du stockage jusqu'à l'archivage. Et puis, donc, avec mon arrivée chez eux,
et mes postes chez eux, je les ouvre un petit peu justement à tous ces nouveaux modèles de consommation. Alors nouveaux pour eux, pour les clients qui sont plutôt des gens d'infrastructure, mais que chez Clever on connaît bien, hein, les modèles de consommation en as a service, évidemment les modèles cloud. Et puis par ailleurs, je suis un ancien de chez Clever d'il y a presque 10 ans maintenant. Donc je viens faire la fête avec mes anciens camarades avec grand plaisir. Clever, c'est une boîte qui a toujours été très à la pointe et surtout qui a jamais hésité à, excusez-moi, explicit lyrics, qui a jamais hésité à les mettre sur la table pour sortir sa propre distrib Linux et la maintenir, sortir des produits complètement innovants, from scratch. Et de ce point de vue-là, en fait, il y a toujours une grosse veille techno à aller chercher à travers Massy, que vous animez conjointement à tour de rôle, et à travers, de toute façon, tous les efforts de développement qui sont faits chez Clever. C'est une boîte qui est vraiment une pépite française. Je vous promets que je ne les ai pas payés pour dire tout ça. Vraiment, c'est pas ma faute si on a vraiment de très bons amis. Bon, normalement, traditionnellement, dans un Massy normal, pas un Massy en live comme celui-là, on parle un peu des news du monde de la tech ces derniers temps. Et comme ça, à chaud, parce que cette fois, on n'a rien préparé, on était bien occupés. Comme ça, quelles sont les news du monde de la tech qui vous ont un peu marqué ces derniers temps? Allez, qui veut se lancer? Alors moi, tu vois, je vais pas du tout appliquer la consigne. Non, en fait, il y aura les replays de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et moi, je voulais faire juste un petit retour sur ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, en fait. Dans les gens que... Bon, je sais pas si vous voulez faire la même chose, mais en tout cas... C'est une news du monde de la tech, quelque part, dont tu as suivi la consigne. Oui, j'avoue, ok, je suis la consigne. Et en fait, c'est une news très, très fraîche. Non, en fait, il y a deux choses qui m'intéressent. En tout cas, d'un point de vue, à titre personnel, en tout cas, dans ce qu'on projette, on travaille énormément en ce moment sur le platform engineering. Donc, on est vraiment très conscient qu'aujourd'hui, ça va être un pivot dans les orgas de demain, que c'est pratiquement pas un changement de mindset parce que c'est quand même quelque chose qui est connu, mais par contre, le moyen, la méthode pour y aller, c'est compliqué. Et dans les offres un petit peu qu'on peut proposer aux entreprises, j'avais peut-être pas encore la vision très claire de ce que faisait Clever, et aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça l'est beaucoup plus. Alors, je vous connais, en fait. Le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup d'affect, en fait, pour vous, parce que je vous connais depuis des années. Et là, maintenant, je projette vraiment quelque chose. Alors, c'est bon, je pense que les autres, c'est complètement débile, les autres l'auront fait avant moi. Mais il y a une vraie solution, et avec des gens, ce que j'ai vu, à la fois engagés. Donc, en fait, là, on peut parler de valeur, on peut parler d'engagement. Et ça, c'est quelque chose qui est rassurant. Parce que quand on voit l'actualité, on va pas débriefer, mais c'est super rassurant, en fait, de voir tous ces gens sur les tables rondes. Donc, vraiment, il faudra aller voir les replays parce que tout s'écoute et tout est riche d'enseignements. Et d'aller voir des gens qui ont à la fois des principes et qui sont des doueurs. C'est des gens qui pratiquent et qui amènent des solutions. On n'est pas en train de poser des problèmes. J'ai vu aujourd'hui que des gens qui proposaient des solutions. Et ça, putain, ça fait du bien. Donc déjà, un grand chapeau par rapport à ça. Et le deuxième truc qui m'a vraiment hypé aujourd'hui, et ça, tu avais commencé au Finisdev, un petit meet-up. Tu pourras envoyer les liens de tout ce que il y aura des liens, comme d'habitude, de tout ce qu'on parlera, carrément. Voilà, en fait, c'est une question, on parle de l'IA. Et on parle de l'IA sans que ça soit bullshit. Et là, en fait, j'ai trouvé des vraies réponses. Et dans ce que tu as amené, c'est comment intégrer de l'IA dans ton entreprise pour que ça serve ton business et que aussi tu l'internalises et que tu la maîtrises complètement. Donc, avec les propositions que vous faites au niveau de Clever, donc j'ai trouvé ça très malin. Les gens qui sont venus, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est des vraies solutions. Je pense qu'il y a même des solutions à des problèmes que les gens ne se sont pas encore posés. Donc, c'était moi mon petit ressenti comme ça à chaud. Donc, ça, c'était mes news non sponsorisées. Merci Olivier. Bon, tu as le micro, donc tu vas dire quelque chose. Moi, effectivement, j'ai une news qui est tombée le mois dernier, ou il y a 2 mois, qui concerne exactement mon business, Keycloak, puisque je vis de Keycloak malgré les apparences qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Et la communauté Keycloak, qui est comme largement dirigée par Red Hat, a décidé de changer le rythme de release
de leur version et d'arrêter d'avoir une release tous les 3 ou 4 mois avec des versions majeures qui peuvent casser des compatibilités, surtout qu'on a une notion d'API d'admin qui changeait, de modules complémentaires qu'on devait recompiler, voire refaire à certains niveaux. Et par la maturité du produit, ils sont arrivés sur un vrai rythme de release où ils ont prévu des releases déjà plus de 2 ans à l'avance. Et on sait qu'on n'aura pas de version majeure avant 2026. Donc ça a été annoncé, ce qui est un gros game changer pour nous et pour nos clients, puisqu'on va plus avoir à forcer des mises à jour avec des versions majeures qui, au-delà de contenir des nouvelles fonctionnalités, contenaient aussi beaucoup de bug fixes et qui ont amené des infrastructures à avoir des 6, 7, 8 versions de retard de Keycloak, où maintenant, aujourd'hui, on va avoir quand même un release cycle qui est quand même beaucoup plus propre et qui, nous, dans le cadre du Keycloak as a Service qu'on fait chez Clever, nous enlève aussi une énorme épine du pied qui n'est pas de mettre à jour le Keycloak as a Service de Clever, mais de pousser la mise à jour chez les clients Clever qui ont déjà le Keycloak as a Service. Donc quelque ça, part, une news importante pour nous. C'est un signe de maturité des projets en soi. Du projet et du marché. Le marché est arrivé à une maturité aujourd'hui où les solutions qui sont proposées doivent être des solutions stables et des solutions fiables, puisque les gens l'utilisent pour des produits qui sont quand même hyper importants pour eux. Keycloak, c'est ce qui fait tourner une partie de France Connect, c'est ce qui fait tourner certains très gros sites aujourd'hui que l'on peut trouver, des sites de e-commerce, etc. Et donc ces gens-là avaient besoin aussi d'une visibilité en termes de stabilité. C'est très important pour eux. Donc chapeau à l'équipe de Keycloak d'avoir fait ça, et ça enlève vraiment une grosse épine du pied aux gens. Carrément. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, qui va se lancer maintenant ? J'ai une petite actualité à partager du coup aussi. C'est du coup le rachat de QuickWit par Datadog qui a eu lieu le mois dernier. Donc j'imagine que je dois présenter un peu ce que c'est que oui, QuickWit. je Voilà. pense. Donc en gros, QuickWit c'est un moteur d'indexation de log qui était jusqu'à présent orienté pour être compatible avec Grafana et être une alternative à d'autres moteurs de recherche comme Elasticsearch, mais aussi comme Grafana Loki. C'est un peu le meilleur des deux mondes, si j'ai envie de dire, dans le sens où il y a vraiment un vrai moteur d'indexation, un rewrite de Apache Lucene en Rust qui s'appelle TanTV. Un rewrite d'Apache Lucene. Parce qu'en fait, aujourd'hui, derrière Elastic, mais derrière la plupart des moteurs de recherche, il y a Apache Lucene. Donc là, c'est vraiment, ça se démarque. Déjà, ils n'utilisent pas Lucene, ils l'ont réécrit. Ils ont réécrit un équivalent en Rust qui s'appelle TanTV, qui est toujours inspiré de Lucene. D'ailleurs, l'auteur de TanTV est toujours très fan de Lucene et suit les dernières évolutions et s'en inspire beaucoup pour développer le moteur TanTV. Et en fait, ça a permis de créer une API un peu comme ça s'est passé à l'époque pour Elastic. Donc, pour ceux qui ont connu, par exemple, il y avait un autre projet qui s'appelait Apache Solar à l'époque, et qui était la première API autour de Lucene qui permettait de faire, de le distribuer, de le sharder, etc. Là, c'est un peu ce qui s'est passé avec QuickWit. Et dans l'idée, QuickWit stocke tout sur Object Storage, ce qui permet drastiquement de baisser les factures. Donc, c'est un peu l'argument commercial qu'avait Grafana Loki, mais avec une perf qui est compensée par la rapidité du moteur de recherche, qui fait qu'on a des performances similaires à Elastic à très bas coût. Et du coup, ça a été racheté par Datadog. Donc moi, je m'occupais pas mal du plugin Grafana, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui vont être un petit peu mises de côté, je pense. Voilà, et parce que quand tu dis que tu es racheté par Datadog, à quoi on peut s'attendre? À business as usual, rien ne change? À un petit changement de licence à la Redis? À abandonner certaines features au profit des autres? Ou comment est-ce que tu vois l'évolution maintenant? Alors, bizarrement, c'est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à ce que ça devienne propriétaire. C'était sur licence AGPL, mais ils se sont mis d'accord, et ça c'est l'équipe de QuickWit qui a pas mal bataillé pour ça, à ce que ça passe en licence Apache 2. Donc QuickWit est devenu en licence Apache 2, et du coup il est Petit point sur les licences. AGPL, Apache 2. On fait le résumé de quelle est la grosse différence des... Alors moi je suis pas un juriste spécialiste, mais de ce que j'en connais, et après tu peux me corriger si jamais je me trompe, Apache 2 permet plus facilement à avoir des contributions externes que AGPL. Et AGPL est contaminante dans le sens où si on utilise le produit, on est obligé de redistribuer le code qui a été rajouté dans la même licence. Ça c'est la principale différence. Ça veut dire que si tu construis
un service, un produit autour, qui utilise dans un coin quelque chose qui a une licence, qui est une licence AGPL, ton produit doit avoir une licence AGPL. Apache, en gros, si tu fais des choses sur les produits qui ont une licence Apache, tu vas devoir les rendre une licence Apache, mais il ne va pas contaminer les produits dans lesquels tu l'utilises. Donc, à différence de ce qu'on aurait pu penser, ils ne sont pas partis sur une licence plus restrictive, mais sur une licence moins restrictive, en termes de ce qui est possible de faire. Exactement. Donc, il y a, comme première nouveauté, il y a ce changement de licence qui est effectif. Donc, dès maintenant, QuickWit est en licence Apache 2. La roadmap de l'utilisation de QuickWit dans Datadog est encore incertaine, mais a priori, il est question de pouvoir faire du self-hosted Datadog, mais toujours en passant par leur dashboard en SaaS. C'est-à-dire que l'idée du rachat de QuickWit, c'est de pouvoir dire je stocke mes traces, mes logs, mes métriques plus tard, parce qu'ils projettent aussi de faire une TSDB sur Object Storage, ça c'est dans les tuyaux, mais de dire je veux stocker mes données d'observabilité localement pour des histoires de souveraineté ou autre, et je veux profiter de l'expérience. Simplement pour ne pas devoir envoyer tout ça sur les réseaux en continu. Alors, parce que par rapport au... ouais. Ça, si tu dis en local, ça veut dire qu'on ne serait plus obligé pour utiliser Datadog de transmettre toutes les données à fur et à mesure. Alors, les données ne seront pas stockées à Datadog, mais malheureusement, pour moi, c'est un peu dommage. Il y aura quand même du transit réseau dans le sens où les dashboards seront toujours sur le SaaS de Datadog, donc forcément, ça veut dire que les données transitent. Mais c'est beaucoup moins de volume de données a priori. Par contre, il n'y a pas de stockage et c'est pour... effectivement, je pense que c'est dans une logique de baisser les coûts parce que Datadog est assez réputé pour avoir un pricing très élevé et je pense que c'est sur ça qu'ils travaillent. C'est pour baisser... je pense que c'est pour baisser les coûts en disant vous pouvez stocker chez vous et vous interconnecter avec nous. Il faut savoir que Datadog est aussi le propriétaire de Vector, qui est aussi un autre tooling développé en Go qui permet de collecter des logs et de les envoyer sur plusieurs sorties. Et ça a toujours été un bon combo de travailler avec QuickWit et Vector ensemble. Donc l'avenir n'est pas très certain, mais moi je pense que c'est plutôt une bonne news parce que le changement de licence, il est quand même bien. Ça va permettre de faire évoluer la boîte et de pérenniser le projet. Après, est-ce que les parties où je travaillais un peu plus, c'était les intégrations avec l'écosystème CNCF, donc Grafana, Falco, etc. Est-ce que ça, Datadog va investir dedans? J'en suis moins sûr. Mais si ça reste un projet Apache voilà. Et il reste avec une logique de contribution saine, il faudrait qu'il y ait une fondation qui se crée autour de ça. Voilà. D'accord. Bon, merci en tout cas. Alors, Nida, sujet à l'arrache. Mais c'est l'idée aujourd'hui. On a passé la journée à travailler. On n'a pas eu le temps de préparer ce massif. Donc là, j'ai vraiment rien préparé. Donc je vais parler de FreeBSD. FreeBSD, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ces mots. Ouais, depuis que tu as quitté Tendance Employeur. Je vais rien dire. Donc FreeBSD, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce n'est pas un Linux, déjà. Ah bon? Non. Attends, ça veut dire qu'il y a des Unix, pas Linux mais... Ça existe encore? Linux, du moins GNU à la base, GNU is not Unix. Ah, t'as pas pu rebondir. Oui, non, mais la question c'était donner du matériel pour que tu rebondisses, c'est tout un art. Et donc FreeBSD, donc comme tous les BSD, sont des ancêtres d'Unix de ligne droite, puisque les BSD étaient des Unix. Maintenant, ce ne sont plus, on va dire, des Unix à proprement parler, parce qu'ils ne payent plus la licence pour avoir le terme Unix. Mais voilà, c'est des Unix historiques qui datent des années 70. Un jour, on m'a demandé à Nida de nous faire un organigramme de tout l'arbre de famille Wikipédia. des Unix, Linux, GNU et tout ça. Oui, mais c'est tellement plus sympa quand c'est toi qui le fais. Oh, il y a Emile aussi qui se débrouille bien. Donc FreeBSD, il y a eu un portage l'année dernière, du moins fin de l'année dernière, de Podman sur FreeBSD. Ah, ça c'est sympa. Et FreeBSD avait un système de conteneurs qui date de 2000 ou 2001, je ne sais plus trop, qu'on appelle les jails, donc prisons, sur lequel qui a ensuite donné ce qu'on appelait
des Docker sur Solaris qui s'est maintenant appelé des zones, qui a changé de nom. Donc la containerisation n'est pas quelque chose de récent. Docker n'a rien inventé, parce qu'avant OpenVZ savait faire aussi de la containerisation. Et on en faisait aussi sur les mainframes des années 70-80. Bref, voilà. Donc Podman est porté... Docker quand même a inventé une chose, c'est une expérience utilisateur ou une expérience même par rapport aux développeurs qui n'avait rien à voir en termes de simplicité. Mine de rien, ça reste, c'est de l'UX, mais c'est une énorme différence. Docker a apporté une facilité d'usage et une portabilité des applications qui, sur un point, m'énerve au plus haut point, c'est que les gens confondent conteneur et outils de distribution. Même beaucoup de projets open source aujourd'hui, quand tu dis comment je l'installe, la seule chose que tu trouves dans les README, c'est Docker. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Mais bon, voilà, c'est... Shame, shame, shame. Après, il faut reconnaître que Docker a complètement révolutionné le marché. Red Hat a fait son clone avec Podman, qu'on en a sur FreeBSD. Et vous pouvez vous poser la question comment ça fonctionne. FreeBSD, depuis des années, a un outil de compatibilité binaire avec les Linux. Donc vous perdez très légèrement en performance. Donc Podman tourne sur une couche de compatibilité Linux. Et donc on a une très légère perte de performance au niveau des conteneurs. En gros, c'est un outil compatible Docker qui tourne sur un outil compatible Linux dans un OS compatible Unix, mais ça marque. Non, en fait, il n'y a pas de KMU, il n'y a aucune virtualisation. C'est un peu comme un Wine. On est sur une couche d'interprétation. Donc en fait, dans FreeBSD, on installe légèrement un Linux carrément dans l'OS qui permet de faire la compatibilité. Et ça utilise bien les jails de Dresde. Et en fait, voilà, Podman passe via les jails de BSD. D'accord. C'est Inception, un conteneur dans conteneur. Et chose qui est très très bien, c'est qu'on peut profiter maintenant via Podman de toute la bibliothèque Podman et Docker. Et on a même une image Podman de FreeBSD. Et du coup, ma dernière question. Non, tu prends le micro. Désolé. Ma dernière question, c'est les images qui ont été buildées en x86 sur le Docker Hub. Elles sont compatibles, elles vont tourner sur FreeBSD maintenant. Oui. Ça, c'est génial, en fait. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'Olivier avait une question, mais... Du coup, tant qu'on est dans les conteneurs, tu as des nouvelles de Docker sur Mac? Pas encore. C'est Apple, quoi. Faut payer. Mais même en payant, on l'a pas en fait. C'est ça le problème. C'est voilà. Donc. C'est Apple, hein. Ok, je vais. Apple, non, j'ai rien pour le moment. Je vais attendre. Mais alors. Potentiellement, comme FreeBSD, une toute partie du code de FreeBSD est dans macOS, même si maintenant macOS a évolué. Je pense que techniquement, Podman pourrait être porté, mais je suis pas sûr. Et là, mais du coup, est-ce qu'il y a un message intéressant? Je file le micro à Olivier, mais est-ce qu'il y a un message intéressant sur finalement un standard de marché qui est en train de se dégager et que voilà, FreeBSD devient compatible avec un standard de marché et que maintenant c'est acté que le standard c'est l'image Docker. En fait, c'est OCI, le standard OCI maintenant est supporté sur FreeBSD, ce qui est une grosse avancée. Et Podman, je l'ai fait tourner sur mon Mac déjà il y a plus d'une année. Donc, Docker, non, il te faut le Docker Desktop et c'est une intégration pourrie, mais Podman, ça tourne. Oui, mais l'expérience est... Oui, mais là, on me dit qu'il tourne sur un interpréteur Linux qu'il y a dans FreeBSD. Donc, mais Olivier, tu voulais ajouter un truc? Non, en fait, moi, je voulais juste comprendre en fait le différenciant. Pourquoi FreeBSD en fait? Qu'est-ce qu'il apporte C'est pas un troll, hein, c'est une vraie question en fait. C'est que FreeBSD a un système, donc les gels qui ont quand même un passif très ancien. Donc quand Docker est arrivé, ça a quand même mis un coup de pied dans la fourmilière. Donc il y a eu des créations dans BSD comme Bastille. Ils sont très originales. On a Poudrière. Il y a des noms très voilà. On a des noms très révolutionnaires sur FreeBSD. Et Bastille BSD est quand même très bien. C'est assez proche de la logique Docker, mais c'est uniquement pour BSD.
pour FreeBSD. Et le fait maintenant de pouvoir avoir Podman et l'intégration de la norme que FreeBSD supporte la norme OCI, derrière, il y a aussi, c'est un avantage qui est important, c'est que ça va permettre à l'OS de sortir de sa niche et de devenir un OS peut-être aussi intéressant que Linux. Quand on voit le fameux logiciel de stockage anciennement FreeNAS qui est devenu TrueNAS, TrueNAS qui est actuellement en fusion de la branche FreeBSD et Linux pour devenir intégralement Linux, le choix de leur part de passer sur Linux était lié en partie au non-support de Docker. En partie. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir avoir des node pools Kubernetes prochainement. Il te sur faut un FreeBSD. bâton de parole pour parler, Idriss. Désolé. Répète, s'il te plaît. Yann, tu te chargeras de montage. Ouais. Je disais, du coup, ça annonce le fait qu'on va pouvoir utiliser des node pools Kubernetes sous FreeBSD. Mais pourquoi Le petit A qui sait que j'adore Kubernetes. Non, il y a des tentatives de portage du monde Kubernetes sur BSD, sur FreeBSD, mais pour le moment, j'ai pas encore vu quelque chose de fonctionnel. Et j'avoue que je regarde pas trop, mais techniquement, oui, ça pourrait arriver. Rien n'empêche. Mais bon, voilà, je vais troller. Kubernetes, c'est une usine à gaz. Enfin, faut bien se chauffer. Ah bah, là, les Allemands avec leur charbon, ils ont qu'à bien se tenir. Hein. Là, je suis vraiment bien. Je suis entre un hater de Kubernetes et un converti au Kubernetes à fond. Je suis pas forcément converti, je suis rationnel, c'est tout. Non, après, voilà, c'est un troll gentil, parce que Kubernetes, c'est aussi une révolution dans l'IT. Mais pour l'instant, FreeBSD a quand même une équipe de développeurs qui est beaucoup plus restreinte que Linux, n'a pas la même méthodologie de développement que Linux. Linux, c'est un développement où personne ne se parle, chaque équipe travaille dans son coin, parce que Linux est quand même très modulaire, et on assemble les briques pour créer un OS, et ce qui permet d'aller plus vite. C'est un standard de l'industrie, alors que FreeBSD, c'est une équipe centrale où tout est géré, et avec des développements qui sont plus, donc qui vont beaucoup moins vite, en partie parce qu'il y a moins d'argent, moins d'entreprises. Mais ouais, avoir Kubernetes qui pourrait tourner sur du FreeBSD, ça serait génial, parce que ça permettrait à cet OS d'exploser. Ouais, Microsoft a bien réussi à porter, donc ce serait bien que BSDI s'y mette, quoi. Après, Microsoft, c'est Microsoft. Ils ont quand même Lennart Pottering chez eux. Mais du coup, si avec le support OCI, il n'y a plus vraiment d'incompatibilité, quoi. Normalement, ça devrait tourner. Attends, mais si tu me dis que FreeBSD, maintenant, on peut avoir une image Podman de FreeBSD, théoriquement, on pourrait voir sur WSL sur Windows des petits FreeBSD qui tournent. Non, parce qu'en fait, cette image-là n'est pas dans le store de Podman. Elle est à télécharger sur le site de FreeBSD et elle tourne forcément sur FreeBSD. Il faudrait avoir une compatibilité pour faire fonctionner l'OCI des binaires FreeBSD sur un Linux dans ce cas-là. Et maintenant, j'arrête de troller, c'est une vraie question. Aujourd'hui, qui sont les utilisateurs de FreeBSD et pourquoi ils l'utilisent plutôt que j'ai fait les faux naïfs et la question troll, pourquoi ils s'embêtent d'utiliser FreeBSD plutôt que Linux? Parce que Linux n'est pas un système libre avec la GPL v2. C'est une licence quasiment propriétaire dans son fonctionnement, alors que la licence BSD est une licence qui te permet de modifier sans redistribuer ton code si tu as envie. C'est qu'elle t'oppose aucune contrainte. Je dis GPL v2 propriétaire, c'est de la pure provocation. Mais il y a des contraintes qui ne sont pas anodines sur la GPL v2, et encore pire sur la GPL v3. Et donc, un des gros intérêts de FreeBSD, c'est sa licence qui est totalement libre, qui permet de faire ce dont on a envie, sans forcément redistribuer le code, qui permet de garder ses secrets industriels. C'est pour ça que, par exemple, NetApp l'utilise, donc les baies de stockage NetApp, que Juniper l'utilise pour son matériel réseau, qui vont se faire acheter par HPE. Ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle. On l'utilise, on a des bouts dans l'OS de la PlayStation. Depuis la PlayStation 3, il y a du FreeBSD dedans. Dans la Nintendo Switch, il y a du FreeBSD dedans. Vous avez ceux qui utilisent des Wise de chez Dell pour les bureaux à distance des utilisateurs. Ça tourne sur du FreeBSD.
Donc FreeBSD tourne beaucoup plus sur beaucoup de matériel dont on ignore l'existence. Il y a un truc que tu as dit qui m'a pas surpris mais a fait rigoler, c'est beaucoup plus libre que Linux parce que la licence, elle est beaucoup plus libre et le mot libre peut avoir plein de conceptions. Si on avait un libriste d'orientation Stallman parmi nous, il aurait déjà bondi au plafond d'entendre ça parce que justement, tu dis qu'il est libre dans le sens où il est moins libre que pour la Free Software Foundation et compagnie. En fait, faut remettre aussi dans le contexte. Quand Stallman a créé la Free Foundation Software et a créé la GPL 1, V2 et surtout la V3, elle n'a rien à envier à du Oracle ou à du Microsoft. Hein. La V3 est tellement restrictive que c'est juste de l'open source. C'est juste qu'on te permet de regarder le code. Après, les modifications, c'est très compliqué. La GPL V2, on l'a bien vu avec l'histoire de Red Hat qui a coupé l'accès aux sources. Parce que la GPL V2 permet de couper l'accès aux sources à des parties tiers. C'est pour ça que ça a gueulé dans le monde Linux. La GPL V2 n'est pas si libre et ouverte qu'on peut l'entendre. Et là, c'est parfaitement réglementé pour le coup. Un jour, il faudra qu'on fasse un épisode spécial licence. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça peut paraître. Et au final, la GPL V2 ressemble pas mal aux licences qui ne sont pas considérées comme open source, comme la BSL et compagnie. Il n'y a pas une énorme différence avec ces licences-là. Donc moi, je rejoins assez dans le sens où je trouve que en termes de développement de fondation et de communauté, les licences Apache de MIT ou BSD, elles sont beaucoup plus saines pour voilà. Après, pour continuer de dériver sur les licences, après c'est normal aussi que des entreprises ou des bénévoles veulent protéger leur travail. Et c'est pour ça que Stallman a créé par exemple la GPL avec des restrictions pour éviter qu'on leur vole leur travail. Donc tout est à double tranchant. Et c'est le mot de la fin pour moi. Je dois dire quand même que merci message à caractère informatique, j'apprends plein de trucs sur les licences et vous n'avez pas un truc, c'est qu'en fond nous avons du Jean-Jacques Goldman, du Gala ou autre téléphone, ce qui nous donne quand même, nous sur le plateau, une ambiance que je trouve assez particulière. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces précisions de licence et je pense qu'on devrait effectivement parler beaucoup plus de ça et faire vraiment des épisodes dédiés là-dessus avec des gens spécialistes qui connaissent certainement très très bien le sujet. En tout cas, tu le connais beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Et avec du Goldman en fond sonore, je pense que pour les massifs, c'est ce qu'il faut faire. J'ai découvert les restrictions de la GPL V2 à cause du rachat de Red Hat avec IBM et du changement. Sinon, je suis tombé des nues comme tout le monde. Bon waouh, le sujet est devenu sérieux et maintenant c'est ton tour de nous raconter quelque chose, Ludo. Ouais, genre maintenant ça va pas être sérieux du tout quoi. Ouais, en plus il y a les toughers qui nous font beaucoup de l'autre côté de la vitre. Ça ce qui est bien. Ils arrivent. Alors, ce qui est bien. Il faut voir là peut-être la caméra porte qui s'ouvre en fait sur les champions qui arrivent. Bon, le gros avantage, c'est qu'avec le petit tunnel FreeBSD, là, ça m'a laissé un petit peu de temps de réflexion sur la nouveauté. Bon, en fait, moi, en ce moment, je bosse sur des conteneurs sous Windows. Donc, vous voyez, c'est pas si facile que ça. Ce qui fait que oui, en fait, aujourd'hui, on peut se dire que les conteneurs à la sauce Docker et Kubernetes sont quand même un standard de l'industrie, très clairement, que ce soit pour les déployer, pour les stocker, pour les publier, pour les packager ou pour les run, évidemment. Et bon, voilà, c'est un standard de l'industrie, comme il y en a eu d'autres auparavant, RPM, Deb. Bref. C'est à ce moment-là, peut-être que je devrais faire mon troll et expliquer que nous, chez Clever Cloud, on n'utilise pas de containers. On fait un cloud, un PaaS, on déploie la volée et tout ça, ça n'utilise des containers. Mais là, j'y reviendrai tout à l'heure. Wink. Mais on a parlé de vous toute la journée, là. Tu laisses les autres parler maintenant ? Mais donc je ne parlerai pas de ça et donc en fait moi la nouvelle tech du moment, elle est un peu triste en fait, elle est par rapport à ce qui se passe aux États-Unis évidemment, qui crée en fait quand la guerre en Ukraine est arrivée et que l'inflation est arrivée, etc. J'ai participé à un podcast où grosso modo je disais que le cloud
tel qu'on l'avait connu dans les 10 premières années, quoi, grosso modo, enfin les 15 premières années même, était quelque chose qui était un peu révolu. C'est-à-dire le côté CAPEX versus OPEX, et c'est intéressant, avec une inflation à 2 chiffres, c'était un peu révolu, que la souveraineté devenait quelque chose d'extrêmement prépondérant dans un monde multipolaire. Et là, bon, clairement, avec ce qui se passe aux États-Unis, on peut se dire que effectivement, la question, par exemple, d'une licence vraiment vraiment libre, c'est-à-dire permissive et saine, ça devient un enjeu extrêmement stratégique, y compris en Europe. Ce qui fait que la news que je voudrais mettre en avant, c'est effectivement, encore une fois, et c'est pas pour faire de la publicité à Clever, évidemment, mais c'est sa constance, la constance en termes de principe que Clever a toujours affichée sur l'ambition qu'elle avait, et l'ambition qu'elle avait non seulement pour elle, mais pour la communauté technologique française et européenne, à se défendre, quoi, en fait, à être autonome dans ses choix technologiques, dans ses développements, dans son écosystème, dans son marché. Et en fait, aujourd'hui, c'était pas juste la fête de Clever, c'était aussi la fête de tout un écosystème qui gravite autour, avec lequel Clever est en interaction, voire promeut. Du processeur, à partir du processeur, à partir du processeur, à partir du hardware, ouais, tout à fait, c'est juste. Merci pour cette précision. Aujourd'hui, là, voilà, on a un acteur qui est un partenaire Clever Cloud autour de la table, et donc en fait, voilà, c'est super d'avoir tout cet écosystème et de se dire, ouais, en fait, on entre dans une nouvelle phase de l'informatique, de l'IT. On est tous des gens qui avons une quinzaine ou une vingtaine d'années d'XP, je pense. Je vois pas de quoi il parle. Dans l'industrie informatique. Donc on a globalement connu le monde d'avant le cloud, on a connu le monde depuis le cloud, avec l'énorme ébullition que ça a été, et l'énorme explosion que ça a été avec l'internet, avec le web 2.0, avec les API et les applications pour mobile, et toute l'élasticité qui allait avec cette explosion énorme du numérique. Et aujourd'hui, en fait, on entre dans une nouvelle ère, qui est une ère qui, à mon avis, va malheureusement se faire de compétition et de conflits beaucoup plus vitaux, finalement, quelque part, et territoriaux, ouais, tout à fait. Et ça, de mon point de vue, c'est un sujet qu'il va falloir garder dans le viseur dans toutes les décisions et dans toutes les orientations qu'on va pouvoir faire, nous, en tant qu'acteurs de cette industrie, d'un point de vue individuel, d'un point de vue entreprise et d'un point de vue collectif. Et là, je vous promets, je n'étais pas au courant, mais c'est une constante. Je vais d'accord, on va me dire encore, mais punaise, vous faites de la tech dans chaque massif. Non, vous faites de la politique dans chaque massif. En fait, la tech est politique. Et aujourd'hui, la tech étant au centre de toute une série des évolutions de la société, la tech est plus politique que jamais. C'est pas Elon qui va te contredire. C'est pas Elon qui va te contredire. Et je voulais justement rebondir sur un massif, je crois, que vous avez parlé, du fait que les États-Unis ont fait pression pour fermer le code aux contributeurs russes, au code source du kernel Linux. Donc oui, l'open source est un outil politique, il peut devenir un outil politique et de pression. C'est intéressant ce que tu évoques avec un changement de marché. Enfin, comme dirait Kylian, le marché, il a changé. Parce que on le voit, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une certaine forme de maturité aussi du marché du cloud aujourd'hui, où on n'a plus besoin d'expliquer aux boîtes ce que c'est. On n'a plus besoin d'expliquer aux boîtes ce qu'elles vont y gagner, ce qu'elles vont y perdre, parce qu'elles vont y gagner effectivement beaucoup d'élasticité, beaucoup de fonctionnalités, de l'externalisation, de choses comme ça. Elles vont y perdre aussi du prévisionnel de chiffres. Parce qu'avant, on achetait des machines, on faisait un gros chèque chez HP, on a fait un amortissement sur 5 ans comptable. Aujourd'hui, avec le cloud, c'est un truc qui n'est plus possible. On a de la consommation à l'usage. Donc, on a une autre manière comptable, en fait, de faire de l'informatique. Et que cette période de transition vers du as a service, elle est presque fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'évangéliser, on n'a plus besoin de montrer ce que c'est, on n'a plus besoin de présenter les produits, et il y a une bataille qui devient tout autre, qui est une bataille on va essayer chaque cloud provider va essayer d'équilibrer, de trouver, finir ses marchés, de se confirmer sur les marchés, mais la grosse hype cloud, elle commence à être derrière nous. La grosse hype des gens qui vont dire, on va partir sur du cloud parce que tout le monde le fait, ça commence à sérieusement se tasser aujourd'hui. Et le fait que ça se tasse,
change complètement le marché, change l'approche des prestataires comme moi je suis vis-à-vis de certaines technos, change aussi les budgets qui sont mis dedans et change aussi complètement la topologie des projets, c'est-à-dire que le prototypage pour voir si ça fonctionne, on l'a plus quoi. Alors ce que tu dis est vrai. Alors je mettrais un petit bémol qui est que bon, dans l'industrie il y a encore pas mal d'entreprises, en tout cas en France il y a encore pas mal d'entreprises qui ont très clairement encore de la consommation de cloud à venir, très clairement. Tout le monde, enfin le marché est largement pas saturé en France, hein, clairement. Il est plus en mode POC, il est plus en mode... Ah oui, non, clairement, oui, on n'est plus en mode découverte. Par contre, de mon point de vue, là où on a vraiment un gros effort à faire, c'est que justement, on vient de vivre 15 ans où il a fallu acculturer toute une communauté sur des arguments qui étaient un certain nombre d'arguments, le pay as you go, voilà, le self-service, etc., le on-demand, l'élasticité, ceci, cela. Par contre, en fait, il va falloir introduire des nouveaux paradigmes, enfin, en tout cas, apporter de nouveaux arguments et comment dire, faire peser ces arguments dans la balance, comme la souveraineté de nos codes, la souveraineté de nos infrastructures, la souveraineté de nos fournisseurs de services managés. Et ça, pour le coup, très clairement, les utilisateurs, enfin, il y a encore ça va être un nouveau tournant à leur faire prendre. Et donc, en fait, il va falloir... Ils viennent d'acquérir une certaine modélisation mentale de ce que c'était que le cloud et quels étaient ses avantages et sur quels critères il fallait les choisir. Et il va falloir faire shifter à nouveau ce modèle mental pour leur dire attention, en fait, vos critères de sélection sont peut-être plus aussi vrais, aussi bons qu'il y a quelques années, quand on était, quand on n'était pas dans un monde multipolaire, quand on était dans un monde où très clairement l'économie était sur une croissance constante et avec une inflation flat, ce qui change tout en fait en termes de modèle économique et en termes de modèle de consommation et en termes de choix stratégiques. Tu voulais rebondir? Oui, je vais rebondir, bong. Alors, en fait, je suis assez d'accord, mais pas tout à fait. C'est pareil, en fait, quand tu dis que maintenant que les entreprises, en fait, pratiquement, le move to cloud, c'est plus un sujet. Bah, au contraire, en fait. C'est juste une question de taille d'entreprise et de chronologie. Les entreprises, en fait, on en a plein aujourd'hui qui veulent justement aller vers le cloud. Maintenant, effectivement, ils ont beaucoup plus de retours d'expérience en fait Ils partent pas en expérimentation. Alors, en fait. ils le feront quand même. Ils feront quand même une expérimentation parce qu'ils vont pas faire un effet Big Bang. Ils vont y aller progressivement. Donc, il y aura quand même l'effet POC aussi. À un moment, ils vont vouloir toujours éprouver sa ceinture bretelle. Ce que je note, et ça, c'est super intéressant parce qu'on fait le lien avec l'actualité. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, j'observe mon jeune âge. Et en fait, j'ai vu un petit peu les évolutions et j'ai vu en fait qu'à chaque fois que tu avais un fait d'actualité marquant, donc il y a eu la crise des subprimes, il y a eu le rachat finalement de Broadcom, de VMware par Broadcom, qui est venu chambouler un petit peu le monde de la vertu. Et là, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe aux États-Unis, on parle des licences, on parle des marchés, on parle de une guerre territoriale. Le libre n'est pas forcément libre. Ça va être, en tout cas, un déclencheur et ça va contribuer à ce que les IT mutent. Il va y avoir une mutation, en fait, qui va venir par rapport à ça. Pour certains, ça va être forcé. Et donc, c'est jamais bon. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que c'est jamais bon. Il y en a, ils vont se dire, on va se prémunir, on va rentrer en mode autodéfense, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin là, globalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des mauvais choix qui vont être faits. Je ne sais pas lesquels, c'est encore très récent, mais à chaque fois qu'il y a eu un événement de cette ampleur au niveau mondial, il y a toujours un impact en faire sur les IT qui sont payés, après, qui ont généré de la dette et qui emmènent les entreprises à faire des mauvais choix. Et c'est tout ce que je voulais dire. Donc en fait, c'est pas tout Est-ce que quand tu parles justement de la crise des subprimes et de tous ces événements marquants, il n'y a pas aussi finalement un contexte économique qui s'installe, qui nous impose finalement de revenir à une rationalité de se dire, il y a un moment, il y a moins d'argent, on va moins gaspiller, et que partir dans des projets pour voir ce que ça fait, pour voir ce que ça donne, parce que tout le monde est en train de le faire, il y a un moment, c'est un peu stop aussi, quoi. Oui, mais en fait, dès que tu pousses, en fait, quand tu as une crise qui arrive, effectivement, c'est une question de budget, en fait, tu accélères un choix qui était dans les tuyaux, tout ça, en fait, tu l'accélères et tu n'as pas le temps de juger si c'était vraiment un bon choix ou un mauvais choix. Moi, je reste persuadé que le fait d'avoir étendu à l'époque de la crise des subprimes, en fait, d'être parti bille en tête sur les hyperviseurs à mort et d'avoir tout foutu sur les hyperviseurs, tous tes services, en fait, sur la couche de vertu,
c'est une erreur en fait, c'est pas pour moi, c'est une erreur parce qu'aujourd'hui les entreprises sont en train d'essayer de se dépatouiller de ça. Et VMware est venu les achever. En fait, à partir du moment où vous avez toutes vos infras, tous vos services qui sont sur une seule et même couche, plein d'effets de bord négatifs. Déjà, il y a qui se prennent des douilles au niveau facturation, donc ça, j'invente rien. Mais un petit effet pervers, et que ça, j'ai remarqué, et c'est assez rigolo, c'est triste. Tu prends des entreprises qui ont tout misé sur ce schéma-là. Ta couche de virtualisation, elle s'appuie sur des stacks d'infra, qui vont être le réseau, le compute et le network, le disque. Donc en fait, ces équipes-là, souvent, tu as une équipe réseau quelque part qui, pendant des années, n'a pas eu à évoluer et son seul interlocuteur au-dessus, si on parle de couche, était la couche de virtualisation, qui avait juste à fournir des services et puis de temps en temps, par des services, faire de l'ouverture de ports, de flux, machin. Voilà. Et eux, ils ont vécu à leur rythme pendant 20 ans. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas vu ce qui se passait au-dessus de la couche de virtualisation. C'est toute la transformation, la conteneurisation, le platform engineering, tout ce qui est venu, tous les changements de paradigme, les organisations qui sont mis en face. Et ça, eux, ils n'ont pas eu besoin de changer d'évolution, d'évoluer d'un point de vue organisation, puisque globalement, c'était quoi ? Les évolutions n'étaient pas pas très marquées d'un point de vue réseau. Du jour au lendemain, on dit « Ouais, maintenant, il y en a marre, on change tout, VMware, on retire la couche de virtualisation, et là, tu prends la cave, t'ouvres, et c'est comme une famille de vampires, et pouf, ils voient le soleil. » Et là, ils sont perdus. Et globalement, les équipes réseau aujourd'hui, et les équipes, par exemple, qui vont gérer le disque, la data, ceux qui, depuis des années, travaillent avec leur BNetApp et tout ça, on leur dit « le réseau, vous allez apprendre ce que c'est qu'une CNA, et puis on va peut-être faire un peu de Cilium et tout ça. » Qu'est-ce qu'il dit là, au niveau data, tiens, ça serait bien aussi qu'on implémente une CSI, voilà, c'est tel machin, tel B et tout. Là, en fait, tu as toute une culture, en fait, le choc, il va venir aussi. Donc, ce qui va se passer, en fait, on va accélérer. À chaque fois qu'il y a un événement, ça accélère. Et il y a plein d'effets de bord qu'on découvre a posteriori, mais qui ne sont pas... je pense que techniquement, on arrive toujours à s'en sortir. Mais d'organisation, humain, c'est pas facile. Enfin, on a tous, sans être péjoratif, en tête l'image d'un admin 6 ou d'un admin réseau, en fait. Non, mais et tu vois, je caricature, tu prends n'importe quelle planche de BD, tu prends les comic strips, c'est rigolo, c'est à peine caricaturé. Mais, il y en a dans la salle à côté. Ouais, je sais, mais je partirai par là, moi. Mais il y a surtout littéralement à côté. Et voilà. Donc en fait, ça c'est des trucs qu'on révèle et chaque crise va venir révéler ça un petit peu et on découvre plein de choses. Et alors moi je trouve ça passionnant, c'est triste, mais en tout cas c'est vivant, c'est le chaos. Donc si j'ai bien compris Olivier, ton métier se retrouve comme un Brestois qui soudainement voit le soleil, complètement perdu. Ouais. Oui, d'une certaine manière, non mais Olivier il n'a pas tort sur ce qu'il a dit. C'est le métier est en train de changer. Réellement, mais il est en train de changer pour tout le monde. Et l'informatique est quelque chose de vivant, et il évolue, et c'est parfaitement sain. Mais on a l'informatique, surtout dans certaines branches, il y a un côté très conservateur. Très, très, très conservateur. Moi, je fais beaucoup d'entreprises et d'industriels. On est sur des architectes, on est vraiment sur du conservatisme, mais là autour de moi, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont liées au développement logiciel et qui sont pas liées à comment on fait tourner une usine. Moi, je veux bien rebondir aussi. Je ne sais pas quel est votre sentiment, mais j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on disait sur le pay as you go, etc., que même si on avance beaucoup dans la démocratisation de tout ce qui est platform engineering et compagnie, et d'avoir des plateformes où à la demande on peut provisionner de l'infra, j'ai quand même le sentiment que on revient de plus en plus, pour le contexte géopolitique, etc., à des infrastructures privées, et que finalement les clouds souverains, etc., j'ai le sentiment qu'ils sont en train d'être remplacés plutôt par soyez les propriétaires de votre infrastructure, et nous, les cloud providers, on va plutôt être des opérateurs de vos infrastructures avec nos solutions logicielles, etc. On citait l'exemple de Broadcom. Finalement, après j'ai pas la prétention d'avoir tout vu, j'ai l'impression que leur remplacement majoritaire aujourd'hui, par exemple, c'est la plateforme OpenShift, qu'on voit de plus en plus sur les infrastructures privées. Ou pas que, où il y en a d'autres qui marchent un peu moins bien, comme Tanzu ou des choses comme ça. Mais finalement, ces organisations-là qui étaient propriétaires de leurs infras,
veulent rester propriétaires de leurs infra, voire on voit aussi beaucoup de news sur le sujet de retour aux infra privés et d'arrêt du pay-as-you-go, mais pas seulement pour des histoires de crise économique, mais aussi pour des histoires de contexte géopolitique, je pense. Voilà. Alors, il y a Le discours appuyé par Shakira, c'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Je le notifie, c'est... Ah ouais, je sais pas si vous entendez les auditeurs, mais là c'est Waka Waka. Ouais, Et le discours d'Idriss était tellement calqué sur Waka Waka. C'est vrai. Sur la fin, Idriss il rythmait sur Waka Waka. Le pire, c'est que je ne sais pas si le plus crédible c'était de très loin Idriss, mais quand même l'oreille est attirée par Shakira derrière. Mais oui, effectivement, c'est un sujet que je vois chez mes clients. Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi un truc, c'est que alors je sais pas à quel point vous avez touché à de l'infrastructure vraiment matérielle récemment. Moi, j'y touche depuis 2 ans avec mes postes actuels dans les sociétés où je suis actuellement. Mais en fait, les constructeurs se sont pas non plus reposés sur leur laurier. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que le cloud existe, ça fait 15 ans grosso modo que le IaaS existe, et les constructeurs de matériel ont quand même largement adapté à la fois leur offre de services, leur offre en termes commercial et même leur offre technologique pour aller vers ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes une baie, globalement, on te remplace tes contrôleurs quand ils arrivent en fin de vie, on te les remplace gratos quand ils arrivent en fin de vie. Tu peux avoir du pay-per-use aussi. Tu vois, et donc sur ta baie, c'est-à-dire qu'en fait ta baie tu l'achètes pour je sais pas mettons 50 Tera, et puis en fait si tu as besoin de 10 Tera en plus, bah globalement tu vas payer 10 Tera en plus, donc, même s'ils t'en mettent 60. Tu es en train de me dire qu'on revient à ce qu'IBM fait depuis 50 ans? Ouais, alors c'est vrai, je suis d'accord, j'ai connu ces baies-là, effectivement, ce qui est complètement étonnant, mais en fait très clairement les constructeurs de matériel, et donc en fait les offres on-prem, alors il y a aussi le sujet Kubernetes qui a amené tous les paradigmes d'infra as code, qui a rendu tous les paradigmes d'infra as code disponibles au niveau on-prem. Mais globalement, en fait, le monde on-prem a aussi vachement évolué pour se calquer sur les modèles d'usage et les modèles de management qu'on rencontre dans le cloud public. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, le cloud privé a vraiment converger en termes de modèles d'usage et de modèles de management avec ce qu'on avait dans le cloud public. Nonobstant l'offre de service, évidemment, parce que on trouve pas aussi facilement des modèles d'IA disponibles en on-prem ou ce genre de trucs. Enfin, pas aussi managés. Mais globalement, en fait, pour tout ce qui est infrastructurel ou on va dire IaaS PaaS, globalement, les offres en cloud privé se sont quand même ont largement convergé avec le niveau de qualité qu'on pouvait trouver sur les offres publiques. Et je reviens là-dessus, en fait, tu vois, tu veux parler d'OpenShift, et si tu mets à la place du client, en fait, ils veulent ça, en fait, ils veulent les niveaux de service qu'ils attendent sur un cloud public, mais chez eux. Ouais. En fait, pour l'instant, c'est vrai que c'est une distribution qui, globalement, apporte quand même un gros niveau de service on-premise sur l'offre, avec la possibilité aussi de rebondir, d'être en hybride, etc. Donc, en fait, ça, c'est d'un point de vue client. Tu sais, tu as un Kubernetes, tu as du service pour les développeurs. Tu as l'object storage, tu as tout. Et surtout, c'est que globalement, ce qu'ils veulent garder les entreprises, c'est leurs données, c'est leur data. Donc, globalement, la data, ça va être le centre de gravité de ton SI, en fait. Souvent, tes API, si tu as de la data à un endroit, tu auras tes API autour, tu auras tes API qui vont venir après par-dessus. Donc, en fait, ils vont pas bouger leur data comme ça. Donc, globalement, ils vont tout faire autour. Donc, en fait, foutre un OpenShift en interne avec tes applications, c'est dire, voilà, au moins, tu auras tes données à côté. Quand tu veux les traiter, tu auras tes bases de données, tu auras tout le bazar et tu vas tout garder au même endroit avec, en tout cas, une prestation de service qu'ils attendent d'un cloud public. Ouais. Nous, on l'observe parce que de notre côté, finalement, on voit bien que la plus grosse demande, c'est de self-hoster notre solution plutôt que de passer par du SaaS. Et c'est pour ça que je me demandais si les acteurs comme notamment Clever, hein, ils ont ça dans la stratégie de pouvoir, par exemple, déployer du Clever sur de l'infrastructure. On a une solution Clever on-premise et on a même une solution Clever air-gap pour des systèmes vraiment restants. Et on a une solution aussi qu'on peut déployer niveau infrastructure type industrie, usine et compagnie. Donc oui, pour nous, c'est vraiment prioritaire parce qu'on voit la même évolution. Et c'est que certains clients nous disent, on veut Clever et on le veut chez nous. Bon, oui, bien entendu. Et en fait, excuse-moi. En fait, c'est une tendance qu'on va retrouver sur pratiquement une architecture. En fait, maintenant qu'on est les entreprises, je pense qu'elles sont prêtes à faire de l'hybride. Donc, et globalement, ce qu'on va retrouver souvent, c'est que
les fournisseurs vont hoster le control plane des solutions et que tu vas pouvoir déployer toi la partie workload dans tes infras qui, elles, après, qui vont accéderont à la donnée qui sera chez toi et de limiter le trafic et de répondre comme ça à des enjeux réglementaires, des enjeux de performance et aussi des enjeux un petit peu culturels, de se dire, OK, je profite des services d'un cloud provider qui me garantit que le service tourne, etc. Et à ma charge, moi, d'héberger le workload, en fait, vraiment toute la puissance de calcul qui va me permettre de faire tourner le service. Tu retrouves ça, tu fais du Kubernetes, donc tu peux faire exactement ça. Enfin, tu fais n'importe quel OpenStack avec tous les modes de fonctionnement, en fait, en control plane avec workload, tu vas retrouver ce mode de fonctionnement-là. Et c'est de plus en plus facile à comprendre et pour les entreprises, en tout cas, à adhérer à ce mode de fonctionnement-là. Alors ce discours vient d'être appuyé par Rasputin de Bonnet-M, quand même c'est assez extraordinaire. Il y a quelque chose, en fait, il y a une actualité qu'on n'a pas évoquée. Il y a eu le OVH Cloud Summit, il y a quelques mois maintenant. Et en fait, pour rebondir là-dessus, et c'est une annonce qui alors a fait un petit peu de troll sur Twitter, mais OVH a annoncé des mini data centers à déployer chez ses clients. Et en fait, déploie sa stack, en fait, avec du hardware qui fournit directement chez ses clients. Et ce qui finalement rejoint un peu là-dedans, c'est qu'on on reste toujours dans du chacun son métier, mais chacun son métier plus en mode presque plus prestation que je fournis une infrastructure globale, j'ai l'impression. En effet. Et je pense que sur ça, je vais vous expliquer à ce que vous êtes autour de la table et qui nous écoute, il va falloir qu'on arrête. Parce qu'on me dit régulièrement que beaucoup de monde écoute notre podcast en faisant une petite séance de footing ou une petite séance de sport et on me dit, si ça dépasse 1 heure, on n'a pas le temps de finir l'épisode. Ah oui, ça fait déjà 1 heure. Sinon, donc, faut je faire laisse plus le de mot sport. de la fin à Nida qui avait envie depuis tout à l'heure et on arrête. En fait, c'était pour répondre un petit peu à la question de la data. La data, c'est ce qui fait la valeur d'une entreprise. Et ça, faut jamais l'oublier. La donnée, c'est la valeur d'une entreprise. Donc, c'est normal qu'elle veuille garder les bijoux de la famille près de soi. Oh, c'est le mot de la fin. Waouh, bravo! Merci à vous 5 de m'avoir accompagné et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt!